J'ai coupé hier ma parole presque, parce que je ne voulais pas dépasser le temps prévu et pour ne pas gêner les dames qui sont les gardiennes. Je parlais de Veličković, Vladimir Veličković, ce peintre qui vient de mourir subitement, comme ça arrive aux gens avec le cœur faible. Il avait 83 ans. Il était en pleine forme quand je l'ai vu la dernière fois dans son atelier. Et nous avions un projet de faire quelque chose d'assez grandiose, parce que quelqu'un qui faisait des grands tableaux. Tous les tableaux de Veličković sont connus par cette grande taille. Mais voilà, ce sera une chose qui ne sera pas réalisée. J'ai fait plusieurs choses avec Veličković. Il m'a illustré ma traduction de François Villon. Ce sont les dessins certainement les plus réussis qui étaient faits dans le monde. Il est reconnu comme un grand et peut-être un des plus grands dessinateurs. Mais il est peintre. Il peint aussi avec la couleur. Je vous montrerai aujourd'hui pas tous les dessins. Il a fait 22 dessins qui se trouvent reproduits dans cette édition. Je vous montrerai quelques-uns. Veličković n'illustrait pas. C'est-à-dire, il ne voulait pas présenter une scène directe, comme par exemple les dessins de Doré, Gustave Doré, qui sont merveilleux et magnifiques, comme sont aussi les dessins de Luca Signorelli, que j'admire comme le plus grand illustrateur de Dante, qui se trouve dans une ville qui s'appelle Orvieto, je n'étais jamais là-bas, et aussi comme Sandro Botticelli, qui s'est beaucoup inspiré de Dante, peut-être avec aussi la Vita Nova. Veličković dessinait après nos conversations sur Dante. Je lui racontais un peu l'histoire. Vous savez comment les peintres, ils ont une façon de saisir. Donc quand il m'a donné cette série de 22 dessins, c'est un hasard, mais c'est le chiffre parfait pour Dante. Je trouvais que pour certains dessins, on pouvait vraiment donner des légendes avec les vers de Dante, que quelquefois les vers correspondaient. Par exemple, ce dessin qui représente le corps humain, le squelette. Veličković est un dessinateur, peintre du corps humain, mais d'un corps humain en forme de destruction, de violente vitesse. Donc ce n'est pas le portrait qu'il fait, mais plutôt partie du corps, les jambes, la tête, très souvent dessinée. Ici, il fait un dessin comme s'il savait que Dante était un médecin. Il a fait des études de médecine à Bologne, et pendant ce temps-là, on ne sait pas exactement combien il a séjourné à Bologne, mais c'était même pas moins d'un an. Je suis certain que Dante, curieux, voulait voir l'intérieur du corps humain. Et dans la comédie, on voit très bien qu'il connaissait l'anatomie et l'extérieur et l'intérieur. C'est très important parce que le corps est omniprésent dans la comédie. On pourrait parler du corps de Dante pendant une semaine. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je pense que vous étiez tous presque au début de mes crépuscules, qu'il n'a pas pu trouver le rime avec corpo, que le mot corpo ne pouvait pas se rimer en italien. En plus, 3 fois, c'est impossible. Et Dante se venge donc de ce manque, de quelque chose qui lui manque, une rime. Il fait une chose fantastique, il dessine le corps, il décrit le corps depuis comment on dit ça? Un cheveu jusqu'à l'ongle. Et toutes les parties du corps, les plus minuscules, un peu plus grandes, sont présentes dans la comédie. Comme ça, il y a le corps qui est intégré avec toute cette action. Le front, le sourcil, la prunelle, le nez. Il y a une très jolie image vraiment comique avec le nez dans le purgatoire, la bouche, le menton, la gorge, le sein, et les seins des femmes aussi, les bras, les mains, beaucoup de mains. Veličković a beaucoup dessiné les mains. Je n'ai pas apporté ce dessin.
ce sont des photocopies. Je ne pouvais pas vous apporter avec moi les dessins. Il m'a confié ces dessins. Il m'a dit, c'est à toi, j'ai voulu lui rendre un jour. Je les présente quelquefois. Et donc le genou jusqu'à ongle. Le mot qu'il aimait beaucoup, ongle, unghia, qui est un mot de Arnaud Daniel. Je dis hier, quand je parlais de cette sextine, que Arnaud Daniel avait choisi les mots très très éloignés, parmi eux, ongle. Et Dante passe. Mais unghia aussi ne pouvait pas passer par la rime, par exemple. C'est intéressant ce langage. Donc le corps est vraiment intégralement, comment dire, introduit, je ne sais pas quel mot employer, pour dire combien ça c'est présent. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle page, vous trouverez une partie du corps humain. Par exemple, Dante à un moment, il y a, même j'ai lu hier un fragment où il dit « Et il montra du doigt ». Le doigt, dito, est très, très présent aussi. Et à un moment, quand Dante devient un peu plus en plus indépendant par rapport à Virgile, parce qu'au début, il est vraiment quelqu'un qui le suit aveuglément, à un moment, il lui fait un signe comme ça de se taire. C'est très joliment fait, où le lèvre dit au maître de se taire, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc le corps joue un rôle. C'est un acteur aussi, mais complètement déchiqueté. Voilà, donc ce corps, ce squelette, m'a fait penser à un... voilà, Draghi, ça va tenir ce dessin, tandis que je lirai le texte. Il s'agit d'un personnage antique de mythologie, un grand géant, Capaneo, qui était orgueilleux, même qui se révoltait contre Dieu. Et il est puni donc pour l'enfer. Donc Dante voit quelqu'un dans l'enfer et il voit plusieurs personnes et il y a quelqu'un qui attire son attention et il dit « Je commençais, maître, toi qui vains, tout, sauf des démons la horde dure qui nous interdirent leur seuil vain. D'où vint ce grand, n'ayant aucune cure de l'incendie ?» Parce qu'il y a partout le feu. Ce géant s'intéressa à ça. Et il dit, de cette ainsi, et si farouche et tort que cette pluie poigne le torture. Et celui-ci, voyant que sur son sort, là encore, nous nous interrogerons, cria, tel je fus vivant, tel je suis mort. Voilà une phrase un peu connue, quelqu'un d'orgueilleux qui n'a jamais accepté de louer Dieu. Donc il y a des scènes qui sont quelquefois comme un collage. Il y a ici l'escalier, et l'escalier est important aussi comme image dans la comédie. Il y a l'escalier dans ces fameux vers où Dante parle de difficultés pour un exilé de monter et descendre l'escalier d'autrui. Après, il y a l'escalier à l'entrée du purgatoire. Et ici, il y a un chien. D'accord, Veličković dessine beaucoup de chiens. Et ces chiens sont souvent une sorte de conflit avec l'homme. Il y a l'homme et le chien. Le chien existe aussi dans la comédie dans plusieurs formes. Et il y a le chien cerbère avec 3 têtes. Il n'a pas dessiné 3 têtes, mais on peut imaginer aussi un cerbère. Voilà un dessin qui est une sorte de combinaison Voilà un des plus beaux dessins que j'adore, que j'aime beaucoup, et qui est très important. Et là, Veličković a vraiment illustré. Il a vraiment voulu présenter l'ange. Je l'ai mis sur la couverture de notre édition de la comédie. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas un ange exterminateur. Au contraire, c'est l'ange de Dieu. L'ange de Dieu qui tient,
qui tient l'épée comme Homère, qui tient aussi l'épée dans le limbe, mais avec cette épée, cet ange qui va apparaître devant Dante et Virgile à leur entrée dans le purgatoire, après la fermeture de la porte du purgatoire, il va avec cette épée dessiner les 5 P, lettres P, sur le front de Dante. C'est les 7 péchés. Et quand il fera ces 7 péchés, il dira, tu vas monter et lentement tu vas les laver. Et donc il y a toute une histoire avec ces 7 P, parce que c'est un autre ange qui efface ces P avec son aile. Donc il y a l'épée et l'aile d'un ange qui... C'est quel est le chiffre? Page 276. B666. Voilà. Ça se passe donc dans le chant 9. L'ange de Dieu était assis sur le haut seuil de celle-ci, de l'escalier, comme d'une pierre pure, en y posant ses 2 pieds sans orgueil. Je montais 3 degrés d'une allure sûre grâce à mon duc qui disait « Fais un humble signe qu'il ouvre la serrure. » En dévot, je me jetais aux pieds saints, priant par merci de ne me donner accès. Mais 3 fois d'abord, je frappais mon sein. Il y a ce geste de 3 fois frapper le sein chez Dante, quand il rencontre un ami in ombre, il fait aussi ce geste de frapper son sein, comme ça il n'arrive pas à attraper par cette ombre. Ici, il fait le même geste, et voilà, 7 P sur mon front, ainsi il traçait du bout du glaive, et lave-les, me dit, ces plaies une fois passées. Et voilà, Dante ici décrit maintenant les clés de la porte et tout ça. Voilà, donc un ange, un dessin vraiment, pour moi, magnifique. Ici, Dante a fait les armes en pensant à Cacciaguida, l'ancêtre de Dante, que Dante rencontre dans le paradis. Je parlais de lui. Ça, c'était un guerrier soldat du Christ qui a fait la croisade. Et voilà, il a fait quelques armes. Ici, Veličković fait une variation sur le bec ou la tête du corbeau, de l'aigle royal. L'aigle qui devient un personnage important parce que c'est l'histoire de Rome qui va être racontée grâce à l'aigle, qui a vraiment vu beaucoup de choses. Sinon, Veličković est le grand peintre du corbeau. Le corbeau est son oiseau préféré et il a dessiné mes poèmes d'Edgar Allan Poe et le corbeau est comme ça devenu notre signe entre nous très important. Ici, donc, c'est ça. Un dessin qui me touche beaucoup, c'est ce dessin. Les petits clous comme ça et une lance. Ici, il s'agit d'une scène où la comédie devient non seulement la comédie, mais une passion. Brièvement, la comédie est dans son 4e degré de signification, la passion selon Dante. Parce que Dante était obsédé absolument, et comme poète et comme homme, comme peintre aussi, parce qu'il voyait des choses un peu comme la peinture, par la mort du Christ. Et ici, il parle, par ce dessin aussi, Veličković un peu illustre cette idée. Il y a d'autres dessins aussi, je vais ajouter
C'est il y a aussi la suite, il a dessiné... 615, oui. 615. Il y a donc la suite de cette passion ici. On voit une main, la paume qui est clouée sur le, donc c'est déjà la croix. Là-haut, il y a les anges. En bas, il y a une sorte de gibet en forme un peu de la croix. C'est un dessin assez puissant. Et voilà, je vous lirai exactement ce vers. Il dit Dragica combien 16, 614. On va être au seuil, 614 et 615. Oui, je ne vais pas lire trop. Il décrit un peu. Il est déjà très haut dans le paradis, il est déjà dans la rose mystique. Et Saint Bernard, qui maintenant s'occupe de Dante, lui explique qui est là. Il ne nomme pas, mais il décrit, on peut savoir que c'est Saint Pierre, l'honorable père de l'Église, après Saint Jean, et qui a vu donc, aussi des choses. Et ça se termine par cette image dessinée par Veličković. Tournant à droite, voit l'honorable père de l'Église sainte, à qui Christ les clés recommanda de cette fleur très chère. Et celui-ci qui vit avant sa mort les temps sombres pour la belle épouse gagnée par la lance et les cloulets. Voilà, gagné par la lance et le clou, ça c'est vraiment le dessin. Il est un peu miniature, mais il est très puissant. Je trouve que Veličković, je pense qu'il n'a jamais dessiné des choses comme ça. Ici, il s'est un peu soumis à... Je n'ai jamais demandé qu'il fasse ce dessin. Donc il y a celui-ci. Maintenant, il y a un cycle entre... où Veličković s'est dépassé absolument. Il n'a jamais peint, même dans ses débuts, le corps humain normal, une photographie du corps. Mais il a fait, je lui ai parlé un peu de ces situations terribles entre Béatrice et Dante, où Dante subit les critiques de Béatrice très très fortes. Voilà ici, j'appelle une scène de ménage, où Béatrice le critique vraiment pour tout ce qu'il a fait de mal avant de venir. Dante est absolument effrayé et triste. Voilà, ici il y a une sorte une scène de ménage, quoi. Béatrice est ici comme presque grosse Margot de Villon. Et voilà, pourquoi pas. Je vous lirai un passage où Dante raconte un peu comment il se sent. 409. Oui. Sans Dragica, je trouverais difficilement. 91 do 120. 409. Oui. Voilà, c'est un des plus beaux passages. C'est-à-dire, le vers qui termine est très beau. Parce que jusqu'à cette rencontre, ça se passe dans le paradis terrestre, Béatrice est encore couverte d'un voile. Il ne voit pas tellement. Elle est entourée par les jeunes femmes, les 7 jeunes femmes, qui sont les vertus théologales et cardinales. Et voilà, Dante est très inquiet, Béatrice l'a attaqué beaucoup, et les dames, les jeunes filles, parlent. Pose, Béatrice, pose tes yeux saints, telle était la chanson, sur ton fidèle, qui, pour te voir, dut faire pas main. Par grâce, fais-nous grâce, que se révèle ta bouche pour lui, enfin qu'il discerne cette seconde beauté qu'encore tu scelles. Ô lumière jamais morte ni terne, qui donc, même pâlit sous les ormes du Parnasse, ou qui but à sa citerne, qui te rendrait par quel effet énorme, tel que tu apparus cette fois-là, là où en harmonie le ciel te forme.
quand dans l'air clair tu te dévoiles. Voilà, c'est là où Dante voit enfin Béatrice dans toute sa seconde beauté, plus belle que sur la terre. Parce que je dis, Béatrice n'est plus la même, elle est encore plus belle. Mais après, à la fin d'un chant que j'ai lu ici, là où Dante parle de son signe astrologique, Gémeaux, voilà ici, Veličković fait une variation sur le dessin de Botticelli. Bien sûr, Veličković est un peintre qui a beaucoup travaillé avec les anciens maîtres, et ici il rend hommage à Botticelli. Nous sommes déjà maintenant. Et il y a un dessin qui occuperait 2 pages. Ça se passe autour d'une fontaine. Et c'est le moment où Béatrice quitte définitivement Dante. Il doit se séparer d'elle pour continuer la montée avec Saint-Bernard. Sur la page 107 se trouve ce texte qu'il prononce, Dante. C'est peut-être 107, c'est peut-être un des plus beaux textes, le plus bel hommage jamais fait à la femme. Je continue. Qu'est-ce que c'est? Voilà, Dante, comme il est un peu toujours comme un enfant, très souvent il dit où est Virgile, maintenant il dit où est-elle. Voilà, il se rend compte que Béatrice n'est plus là, il se calme et il commence donc son éloge. Ô dame, où ô dame, où mon espérance ne passe, et qui souffrit aussi pour mon salut de laisser en enfer de tes pas la trace, quand elle est descendue pour voir Virgile, pour lui demander de s'occuper de Dante dans la forêt. Ô dame, où mon espérance ne passe, et qui souffrit aussi pour mon salut de laisser en enfer de tes pas la trace, dans tout ce que depuis j'avais vu, c'est de ton pouvoir et de ta bonté que j'en reconnais la grâce et la vertu. Tu m'as d'esclave élevé à la liberté par toutes ces voies et tous ces modes, grâce à ton pouvoir que tu y prêtais. Quand moi, ta largesse se conserve chaude, afin que mon âme, que tu as fait saine, te plaise hors du corps qui m'incommode. Voilà, ce vers est vraiment très fort. Tu m'as de l'esclave élevé à la liberté. Je pense. Voilà, j'arrêterai ici avec le dessin. Et je dirais quelque chose sur ce rapport que j'ai proposé. Je pense que c'est un sujet qui n'était jamais proposé nulle part. Le rapport entre Villon et Dante. Vous connaissez tous Villon à peu près, certainement, vous l'avez lu peut-être, mais je pense que aucun dantologue n'a jamais parlé de Villon. Aucun violoniste n'a jamais parlé sérieusement de Villon, comme si c'était 2 continents qu'on ne peut pas lier par de certains liens. Je pense qu'il y a possibilité, au contraire, c'est plein de liens si on lit attentivement. J'ai même écrit un livre assez grand qui s'appelle Dante, Villon, Mozart. Voilà, par exemple, Dante et Villon, c'est déjà un peu bizarre de rapprocher ces 2 poètes, mais Mozart va absolument avec. Je n'ai pas le temps de le montrer. Donc, dans ce livre, je parle sur la page gauche de Villon
et sur la page droite de Dante, parallèlement. Et comme je n'ai pas la troisième page, j'ai beaucoup essayé de voir si je pouvais avoir une troisième page parallèle. Non, à la fin, donc, tous les sujets qui sont proposés, après il y a Mozart qui les résume d'une certaine manière. La grande image que tous les trois, le sous-titre un peu explique mon procédé, c'est les saints vagabonds. On dit dire exilés. Tous les trois sont exilés. La première image qui s'impose, Dante était exilé, Villon était exilé et Mozart était exilé de Salzbourg. Mais d'autres choses beaucoup plus fines, plus inattendues, les lient. Comme ça, je me suis pour faire ce livre, parce qu'avec le temps, je n'ai pas fait ça soudainement, j'ai accumulé de certaines comparaisons en traduisant Dante. Je traduis Villon en 1973. Donc je connaissais pratiquement tout Villon quand j'ai commencé à traduire Dante. Et j'ai vu que beaucoup de choses ont de ressemblances. Ma conclusion, c'est que Villon, quand même, a eu l'occasion sans doute de lire quelques pages de la comédie. La comédie ne circulait peut-être pas entièrement imprimée, mais que circulait par des feuilles que les gens copiaient. Déjà, Christine de Pisan, 100 ans avant Villon, à Paris, conseillait à ses amis de lire Dante. Donc Dante n'était pas inconnu. Vous m'avez posé, je pense, hier cette question, c'est comment Dante... Est-ce que c'est vous, monsieur? Oui, je crois. Oui. Donc voilà, Dante était présent, mais ce n'était pas encore édité comme le livre. Et je pense que Villon a eu l'occasion de voir certains vers ou passages plus ou moins intéressants. Ça dépend quel était ces... Je vous lirai les titres de mes textes. J'ai dédié ce livre à un traducteur de Villon, Vinaber, qui a traduit en serbe, et Dante, je le dédié au premier traducteur de Dante en Serbie. C'est un homme extraordinaire, mais je n'ai pas le temps. Donc, par exemple, le premier texte s'appelle Villon, l'homme du gibet. Oui, c'est vrai, on voit Villon comme s'il était pendu. Il a écrit une ballade qui est une ballade des pendus. Donc on imagine Villon, mais il n'était pas pendu. On sait qu'on l'a lâché de sortir de Paris. Donc Dante, l'homme du paradis, de l'enfer. Je dis hier que Dante, pendant sa vie encore, était traité comme quelqu'un qui était dans l'enfer. Après, il y a le titre « Le jeu de Villon ». Donc, le jeu de Dante. Villon a écrit, il est connu comme auteur de deux ouvrages. L'un qui s'appelle « Le lait » et l'autre qui s'appelle « Le Testament ». Ça fait un peu un tout. Le lait contient 40 strophes et le Testament est beaucoup plus grand. Dante, Villon, déjà dans le deuxième vers de lait, c'est la forme, le lait, vous savez, ça avait plusieurs sens. Donc, il dit « Je, François Villon Écolier ». C'est un vers très connu, très facile. Donc, je, déjà très moderne, très conscient de ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Dante aussi dit, au début de la comédie, mi ritrovai. Mais un peu plus loin, il dit io non so ben. Donc il y a io et je au début même Après, il y a tous les deux absolument étaient, comme tout le monde du Moyen-Âge, obsédés par la déesse Fortune. Donc il y a la grande ballade de Villon sur la fortune, où la fortune s'adresse à Villon, même en l'appelant François très intimement comme ça.
Et il y a la grande roue de la fortune que Dante décrit, je pense, dans le 7e chant de l'enfer. Le plus que père chez Villon, de Villon, qui est ce... Et il y a le plus que père de Dante. Villon, dans le Testament, dans une strophe, déjà vers la 100e strophe, il dit « Mon plus que père ». Et Dante, dans le Purgatoire, s'adresse à Virgile, il parle de Virgile, mon plus que père. La même chose, comme si Villon, il faut dire que Villon est 150 ans plus jeune, peut-être plus jeune, donc ils disent la même chose. Je ne pense pas que ce soit une plagiat de Villon et qu'ils ont dit ça spontanément, tous les deux. À qui pense Villon quand il dit mon plus que père? C'est son père adoptif, on peut dire père adoptif, parce qu'on ne connaît pas le père de Villon, qui il semble s'appeler Montcorbier. Donc notre Villon s'appelle pratiquement François Montcorbier. Après, il a changé son nom pour se cacher devant la justice, François Desloges, comme celui qui déloge, qui est un peu... Et après, il a pris le nom de Villon, exactement, c'est chez Maître Guillaume Villon, qui était chanoine d'une église à Paris. Et c'est lui, qui était cousin, je pense, de la mère de Villon, c'est lui qui s'occupait de son éducation. Et pour dire très brièvement, Villon avait une excellente éducation, absolument même que Dante. Donc il ne faut pas voir en Villon un voyou, un type comme ça qui se promène, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des études à la Sorbonne avec grand succès. C'est vrai, il a eu le malheur de tuer un homme qu'il avait provoqué. Et presque par hasard, il ne voulait pas. Il était relâché même. Et c'est là où commence un peu la vie compliquée de Villon. Mais il faut savoir que les deux sont l'exemple des poètes extrêmement intellectuels. Villon est aussi intellectuel que Dante. Et quand on sait qu'il était mort quand même un peu plus jeune, avec 35-6 ans, on pourrait imaginer la suite de Villon. Et donc je lirai seulement juste cette strophe, cette octave, la forme d'octave, je dirais quelque chose. Item, donc il commence à donner des cadeaux, des faux dons. Le testament, c'est un peu faux tout ça, mais quand même à son père adoptif, il dit ça. Item, et à mon plus que père, Maître Guillaume de Villon, qui m'a été plus doux que mère. Tandis que la mère est très douce. La mère de Villon, on connaît, il a écrit la ballade, la fameuse ballade Prière à la Notre-Dame. Pour sa mère, c'est merveilleux, c'est une douceur, c'est une beauté absolument. Je pense que beaucoup de vous connaissez cette ballade. Donc Villon n'avait pas le problème au fond avec. Mais dans cette strophe, il dit « Enfant élevé de Maillon », ça veut dire il a élevé depuis le linge, depuis qu'il était né. Et il dit une chose importante. Déjectez-moi de main bouillon. Donc, toujours quand il avait des problèmes avec les autres, avec la police, il l'a sauvé plusieurs fois. Déjectez-moi de main bouillon. Mais ce verbe bouillon, déjectez-moi de main bouillon, je l'ai pris en entier pour traduire un vers de Dante. Où Dante dit la même chose en italien. Dante et Virgile se trouvent devant le trou d'où est sorti Gérion.
peut-être vous vous rappelez, Gérion, ce monstre, tout ça, qui doit les faire survoler une région un peu trop difficile pour marcher. Et là, Dante décrit sa peur. Il a peur de voler, peur d'avion. Et il décrit ça. Vraiment, c'est la. Comment s'appelle Zontag, qui a écrit un livre sur. Suzanne Zontag, oui. Voilà, Gérion est là. Gérion. Gérion est là, il est sorti, il est prêt à les transporter. Je me mis sur ses épaules tenaces de Gérion. Je voulus dire, mais la voix ne vint comme j'espérais. J'ai peur d'espace. Mais lui, Virgile, mais lui qui déjectait m'avait de main péril déjà. Voilà. Ici, j'ai vraiment traduit et ce n'est pas du tout loin de l'original. Voilà, c'est là où j'ai commencé à un peu lier. C'est après ces vers comme ça où je me suis dit peut-être il faut prolonger cette idée qu'il y a quelque chose entre Villon et ça va un peu plus loin encore. Donc cette strophe, Paul Valéry, que je n'oublie jamais, bien sûr, on est obligé de penser à Paul Valéry. Il a sa première étude littéraire, il s'appelle Verlaine et Villon, Villon ou Verlaine. Et la première phrase qu'il écrit, à l'époque où il écrivait cet essai, Villon n'était pas encore reconnu comme un si grand poète. Parce que Villon était absolument oublié et traité pas comme un poète français. Ces poètes de Moyen-Âge, personne n'en voulait pendant trop longtemps. Et il y avait vers le début vers la moitié du XIXe siècle, un mouvement qui voulait découvrir un peu les romantiques, Victor Hugo, Théophile Gautier, beaucoup d'autres, les professeurs. Donc Villon devenait déjà assez important, et même à la fin de ce texte, il dit que c'est un cas littéraire extrêmement intéressant et peut-être jamais dépassé. Il dit ça sur Villon. Il dit rien de plus facile que je varie un peu la pensée de Valéry, de rapprocher la Villon et Verlaine. C'est très facile. Ils sont tels, mauvais garçons, tout ça. Mais je dis, il n'y a plus de difficile que de rapprocher Dante et Villon. Il semble que tout le monde pensait qu'il n'y a aucun lien, qu'on ne pouvait pas les rapprocher. Ça, c'est vrai. Si on regarde la forme, c'est impossible. Dante avait inventé sa forme de terza rima, qui est son invention. C'est une forme basée sur 3 vers qui se prolongent presque à l'infini. Et Villon, il écrit dans une forme très différente qui n'est pas asymétrique comme terza rima. 3 déjà, c'est asymétrique. Et 11 syllabes, c'est aussi asymétrique. Donc c'est comique, c'est un rythme de la cathédrale penchée. Chez Villon, tout est symétrique. Bizarre qu'un garçon, méchant garçon, mauvais garçon, choisit la forme qui est absolument solide, mais c'est la forme qui déjà existait. Il n'a pas inventé la forme de l'octave, parce qu'il s'agit d'octave, 8 vers, et chaque vers a 8 syllabes, 36 syllabes. Donc c'est déjà tellement différent qu'il ne faut pas chercher les similitudes. Mais c'est exactement ça ce qui est intéressant. C'est qu'ils sont tous les deux absolument autonomes, authentiques, et la différence les attire au fond. Dans cette différence de formes, il y a beaucoup de similitudes en même temps. Par exemple, non seulement les images, mais certains effets. Nous sommes quel âge? Moins 20. Il y a 20 minutes. Par exemple, parmi ces similitudes dans ces 2 formes tellement différentes, ce sont les acrostiches. Vous savez qu'est-ce que c'est acrostiche? Ce n'est
ni Dante ni Villon n'ont inventé l'acrostiche, mais c'est vrai, je ne connais pas d'autres exemples, c'est vrai que eux, ils ont donné les acrostiches vraiment merveilleux, qui ne sont pas seulement un exercice technique, mais qui disent beaucoup sur le texte dans lequel ils font partie. Dante a fait 3, jusqu'ici c'était 2, mais moi j'ai trouvé le 3e. Il a fait 3 acrostiches. Comme Dante cultivait le 3, il a fait un acrostiche dans l'enfer qui n'était pas vu jusqu'au moment où j'ai commencé à le chercher. Après dans le purgatoire et dans le paradis. C'est complètement dans le style de Dante. Il y a toujours 3. Et c'est merveilleux, les dantéologues ne parlent jamais. C'est absolument incroyable. Parce que Dante fait, au fond, il le donne avec presque plus que Villon. Vous allez voir ce que fait Villon. Presque plus au texte de la comédie. Ça fait tellement partie, parce qu'il a choisi les mots pour l'acrostiche qui disent beaucoup. L'acrostiche du purgatoire, c'est uom. 3 lettres composent. Uom. V-O-M, uom. L'homme. Et c'est le 12e chant du purgatoire où Dante présente l'être humain depuis Lucifer. Depuis Lucifer jusqu'à certains personnages de la légende. Donc, pour que cet acrostiche soit vu, Dante répète 4 fois chacune de ces lettres. Donc, vous avez V, 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 O, 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 M, 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 M. Impossible de ne pas voir. Et après, vous avez encore 3 vers où ce homme se trouve en tout 15. Voilà le chiffre 15 qui apparaît encore une fois. Deuxième, c'est-à-dire 3e, maintenant, acrostiche, c'est dans le paradis, il est aussi fait de 3 caractères. Le, V, E, l'oué. Là, ce que nous vivons. Covid. L'oué, c'est-à-dire contagion, contagion morale. Et il répète 3 fois chaque lettre, donc pas 4 fois parce qu'il a fait ça une fois. Il a habitué son lecteur de reconnaître un acrostiche. Maintenant il dit L, 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 V, V, V et E. Dans cette série de terzines, Dante, dans le paradis, dans le 19e chant, il fait une violente critique contre les rois qui étaient, comment dire, corrompus, où il y a de la corruption. C'est-à-dire, l'eau est la corruption. C'est une maladie corruption. Dante est un grand, comment dire, champion contre la corruption, qu'il fustige depuis l'enfer jusqu'à paradis, exactement, sous cet acrostiche. L'homme, corruption. Villon est un peu plus, comment dire, il ne se comporte pas comme Dante, bien sûr. Il vit dans une ville presque hermétiquement fermée. Dante a quitté la Florence, qui était aussi fermée, petite, serrée. Il est parti dans le monde, dans quelque chose de très incertain. Villon est exilé dans sa propre ville. Et quand il était vraiment exilé, il disparaît. Il n'y a pas de traces réelles de Villon après son départ. Donc Villon fait une autre chose avec les acrostiches. Comme j'ai dit tout à l'heure, il avait 3 noms, Mort-Corbier, l'éloge, et ce Villon, qui est le nom qui était pris chez son père adoptif. Il est amoureux de son nom. Il aime son nom. Et il fait plusieurs fois l'acrostiche dans la ballade avec V-I-L-L-O-N. La ballade à sa mère, qui prie la Marie, la Vierge, se termine par un acrostiche qui est Villon. Donc Villon veut dire, moi je m'appelle Villon, il faut m'appeler Villon.
Mais il y a plus, il y a un hasard extraordinaire, et ça peut-être explique pourquoi Villon avait pris cette forme d'octave. Parce que François, qui apparaît 3 fois, 2 ou 3 fois, peut-être plus, parce qu'il y a des poèmes qui sont perdus de Villon, a exactement 8 caractères. François, c'est 8. Donc, quelquefois, il fait l'acrostiche dans l'octave, pas seulement dans la ballade. Et il y a une ballade écrite pour le mariage d'un monsieur, un grand seigneur, qui protégeait Villon, qui s'occupait un peu de lui, qui le sauvait aussi de quelques bagarres. Et donc, il met dans l'acrostiche le nom de la femme qu'il va épouser. Ambroise de Lore. Mais Ambroise aussi, c'est 8 syllabes, 8 lettres. Je me demande si elle s'appelait Isabelle, qu'est-ce qu'il aurait fait? Non, c'est vrai, il aurait inventé quelque chose. Mais je pense qu'il observait les noms comme ça, comme Dante. Donc il y a Ambroise, et ça serait, après il continue Delors. Voilà, c'est déjà un effet assez intéressant, ce n'est pas donné. Mais il y a quelque chose de grandiose avec cette façon de combiner les noms et de créer des images. Dans la fameuse ballade, qui s'appelle la ballade à mon ami infidèle, c'est très connu, c'est très beau, c'est un des plus beaux poèmes jamais écrits, parce qu'il veut faire un poème contre une certaine Marthe. Mais c'est un nom allégorique, ce n'est pas certainement une Marthe, mais Marthe était toujours, je ne sais pas si en France aussi, que Marthe représente une femme volage, infidèle, un peu était liée avec ce monde, comme Margot et tout ça. Donc, il crée une ballade et il l'annonce dans une octave. Il dit, je vais écrire une ballade juste après, c'est au début de son testament. Tout de suite, il fait régler les comptes avec cette infidèle. Et il dit, je vais écrire une ballade qui se termine tout par R, par R. Donc chaque vers doit se terminer par R, par lettera canina, parce qu'il va la mordre. Et donc il écrit la ballade, et la ballade, il y a des ballades de 8 syllabes et de 10. Les 10, c'est les grandes ballades. La ballade des pendus, c'est une grande ballade. Mais la ballade typique, c'est 3 strophes, 3 octaves, mais liées par les mêmes rimes, plus un envoi, 4 vers, la moitié. Donc, graphiquement, c'est très joli. Ce qui est horrible dans l'édition de la Pléiade, ils ont vraiment massacré les ballades. La mise en page, bien sûr, c'était un magnifique travail d'une violoniste, mais ils ont vraiment détruit la forme de Villon. Je suis furieux contre ça, on ne peut pas faire ça. Déjà, Villon, ce n'est pas facile de trouver. Et maintenant, on fait un livre qui est beau, magnifique. Et après, regardez, ils font n'importe quoi avec la forme de la ballade. Dans cette ballade sur R, il donne d'abord son nom, François. Et après, il y a Marthe. Comme dès lors, il y a Marthe. 6 lettres. Donc, il reste 2 lettres. Mais quand on fait une acrostiche, on fait en noir, un peu pour reconnaître cet acrostiche, un peu un effet triste, presque un dessin. Le grand violoniste, Pierre, je pense Giraud, ou Giraud, oui. Il y a une trentaine d'années ou 40 ans, il a écrit un livre sur les ballades en jargon, parce que Villon écrivait en jargon aussi, il était lié avec ce monde. Il a expliqué cet acrostiche avec Marthe. Il dit, dans la suite de Marthe, on trouve 2 lettres, O et S. Donc on obtient Martheos. Et Martheos, c'est marteau. Et dans ce langage un peu
de violon jargonesque, c'est l'organe masculin. Voilà, donc il se venge totalement. Donc voilà, quand même avec les acrostiches, tous les deux ont fait beaucoup d'effets, beaucoup d'art. C'est vraiment la grande artisterie, si on peut dire. Mais je reviens à Dante parce que je dis il y avait deux acrostiches jusqu'à que je commence à m'occuper de Dante. Je traduisais Dante pendant 5-6 ans en me posant toujours la question, mais où est le premier? Ce n'était pas possible que Dante fasse 2 et 103. C'est-à-dire 2 et 3 sans premier. Il me manquait. Et la comédie commence par un acrostiche. Mais ce n'est pas un acrostiche donné. Et c'est ça les effets. Dante a donné 2 acrostiches, mais le premier légèrement caché. Mais il est le plus important. Il commence par la première lettre de la comédie, N. Quand vous lisez, maintenant que je l'ai trouvé, c'est assez facile, il faut descendre 4 lettres, le début de chacune des tercines, mais la suite n'est pas dans la suite des strophes, mais à l'intérieur du vers. Et c'est exactement le io dont j'ai parlé tout à l'heure qui apparaît dans l'acrostiche. N-A-T-I-O. Natio. Le peuple, la patrie, je ne sais pas, c'est un latinisme. Natio et io. Toute la comédie se résume, parce qu'on sait combien Dante a souffert de cette situation politique, l'Italie sans roi, avec les papes qui ont pris tout le pouvoir. Là, il a donné une des plus belles images. Et je me glorifie d'avoir trouvé ça. Ce n'est pas encore reconnu par les... Bien sûr, ils sont absolument stupéfaits par ma découverte, que j'ai absolument expliqué ici comme une sorte de doctorat en 5 pages. Même un peu moins. Je mérite le docteur honoris causa dans tout, parce que j'ai trouvé quand même quelque chose qui était caché pendant 7 siècles. Bravo. C'est assez terrible, je suis conscient de ça. Cet acrostiche, donc, dormait devant tout le monde. Parce que la façon dont on présente, surtout dans les anciens manuscrits, avec les grandes initiales et tout ça, c'est vrai, c'est un peu caché, c'est pas tout à fait visible. Mais il faut compter sur l'irrégulier chez Dante. Dante est 11, Dante est 3, Dante est asymétrique, et Dante est grand poète, plus qu'acrosticheur. Et ça, ils ne l'ont pas vu. Vous pouvez imaginer comment je peux me sentir. Non, ils se taisent. Je cherche la satisfaction. J'ai perdu beaucoup de dents, j'ai perdu 20 kilos, tout ça à cause de Dante. Alors il faut payer, me faire payer. Et Dante et Villon avaient ce problème avec l'argent, c'est vrai. Donc ici c'est très très clair. Ils ne veulent pas voir, ils sont... vraiment, je les comprends un peu, mais ça serait quand même gentil de me dire, expliquez-nous comment. J'ai vraiment veillé sur ça. Dans ma première édition, en 3 volumes, j'ai compris que, parce que j'ai vu qu'il y avait des acrostiches que j'ai très bien réglés. Personne d'abord n'a jamais traduit les acrostiches. Il reste toujours intraduit, personne ne parle rien, les commentateurs de la comédie italienne ne disent jamais rien, ne voient pas la sublimité de l'art de Dante. C'est vraiment très méchant. Ils ne voient même pas ce que Dante a fait. Ils font leur chanson sur Dante. Les 2 acrostiches sont d'une énorme importance. L'homme est corrompu. C'est le message de Dante. Donc ils sont corrompus s'ils ne veulent pas le voir. Je ne nomme pas les gens, mais ailleurs j'ai nommé. Donc c'est très intéressant, c'est comique, c'est fantastiquement comique que quelqu'un comme Micevich, comme Mick, Kolamic,
a trouvé qu'il ne parle pas l'italien, il serait incapable de commander un café dans un restaurant italien comme il faut. Moi, j'ai trouvé quelque chose qui était caché, que Dante avait laissé parce qu'il aime ça, Dante. C'est ça l'air, le sublime de Dante, c'était vraiment de montrer toute la comédie. Je montre et en même temps il cache, il faut trouver. Voilà, c'était le cas de l'acrostiche. Je suis... 5 minutes. oui. Donc je... Je suis tout. Horloge parlant. voilà, non, je pense que c'est très important. Je veux qu'on me reconnaisse ou non. Ils disent non, vous n'avez pas raison parce que voilà, un acrostiche qui entre dans le verre n'est pas... Mais il y a des acrostiches avec le verre qui entre. Moi j'ai trouvé, ça se trouve ici. Je donnais l'exemple. Josquin des Prés, parce que ma vraie connaissance c'est la musique polyphonique. Josquin des Prés a écrit, vous connaissez Josquin des Prés? Oui. C'est le sublime, c'est vraiment... C'est 2 siècles après Dante, quand il a vécu à Ferrare, à Milan. Il a certainement étudié, lisé Dante, il a certainement lu Dante, mais il a écrit un motet qui s'appelle Ilibata Matrix Nutrix Dei. Ilibata. Donc c'est un motet qui est écrit d'après un texte, pas du psaume ou d'autres textes qui existaient, c'est un texte écrit par quelqu'un, certainement par Josquin des Prés, ou quelqu'un à qui Josquin des Prés a demandé le texte avec l'acrostiche de son nom. Parce qu'il voulait avoir son nom comme ça, Josquin des Prés. Donc, Ilibata, déjà c'est je, Josquin des Prés. Et comme le texte peut-être devait avoir un certain nombre de lignes, à un moment, Josquin s'arrête et des Prés, ça entre dans le vers. Comme io, des, et après ça continue près. Absolument, c'est clair que c'est possible. Josquin est une grande preuve qu'un acrostiche irrégulier peut être chanté. Et donc, on ne peut pas me dire c'est irrégulier, c'est pas ça. Ce serait vraiment très, très mauvaise réponse. Au contraire, j'ai commencé avec io, avec je de Villon. Je pense que ce sont les grands constructeurs, les grands porteurs de la poésie. Les grands. Il faut les respecter. La France ne respecte pas le Villon. La France ne sait pas qui est Villon. On connaît si vaguement que c'est presque rien. Il n'y a pas des éditions qui sont faites un peu pour tout le monde. Ça c'est très bien par exemple, pour les gens qui s'occupent un peu scientifiquement, il faut qu'il existe. Mais pour un lecteur, ça ne sert à rien. C'est pour être un peu dégoûté par le livre. Donc, il faut faire des éditions de Villon un peu plus faciles, plus... C'est vrai que cette langue est un peu vieillie, mais ce n'est pas difficile d'entrer dans cette langue. Cette langue n'est pas effrayante, c'est une très belle langue. La vraie langue française, c'est la langue de Villon, ou des poètes du Moyen-Âge, qui étaient balayés par la Pléiade, et c'est là où commence le malheur. Non, mais c'est vrai. La Pléiade, qui a donné de beaux poètes, aucun problème, mais quand même, ils ont complètement... Même Maurice Sèvres, qui est plus grand que tous les poètes de la Pléiade, a été aussi mis à l'écart. Comme un poète archaïque, tout ça. Il a fallu avancer avec la langue française, comme avec toutes les langues, mais pas par rapport à l'italien, parce qu'ils ont pris l'italien comme un idéal. Et c'est ça un peu ce qui a créé une certaine poésie conventionnelle qui s'est autodétruite. Et c'est pourquoi les surréalistes ont eu raison d'arrêter rompre. Et maintenant créer le chaos. Parce que maintenant ça se passe sans contrôle, sans autocontrôle, pas contrôle,
Donc c'est comme ça que je vois en raccourci l'histoire de la poésie française que j'ai traduite absolument dans chaque segment, dans chaque décennie. J'ai vécu ça entièrement avant de commencer à traduire Dante. Donc je connais ça et je pense qu'il faut que cette poésie soit... C'était ça ce que je voulais faire Émile Littré en traduisant l'enfer de Dante. À la fin de ses grands travaux, il a eu encore la force de traduire l'enfer en langue d'Oïl. Moi, j'ai cette traduction, je parle toujours d'elle, je la lis, elle est en vers, elle est en terza rima. Et donc, en pensant que ça serait bien que la jeune France apprenne à l'école cette langue, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, il est resté complètement oublié. Personne ne sait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait la traduction d'Émile Littré dans la langue d'Oïl. Voilà, je ne sais pas, le monde va si furieusement contre que je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Mais en tout cas, j'opte pour que les Français, que les ministres de la Culture pensent de ce que je dis et qu'ils fassent publier Villon comme ça, lisible, avec des petits commentaires, de beaux textes. Par les grands poètes, on écrit sur Villon. Cette dame a donné toute une anthologie. Ici, il y a très peu de poésie. Déjà, tout le reste, c'est l'album Villon. Ceux qui ont écrit sur Villon, tout ça. L'œuvre de Villon est minuscule. Donc, ce n'est pas comme Dante, qui a 14 000 vers, un peu plus. C'est une opuscule. Donc, c'est d'autant plus important. Et en plus, Villon décrit le Paris entièrement. Tout Paris ancien est là, avec les auberges, les rues, les personnages, tout ça. C'est extrêmement patrimoine, si vous voulez. Même Dante, peut-être qui a vécu à Paris, peut-être il a eu l'occasion de voir une pierre qui était mise, je ne sais pas, comme s'il était tombé du ciel, comme un météorite, près de la Sorbonne. On l'a appelé le pet au diable. Et même Villon, quand il laisse quelque chose à son plus que père Guillaume Villon, il lui laisse le roman Pet au diable. Parce qu'il semble qu'il a écrit un roman, Pet au diable, parce que cette pierre a été la cause de beaucoup de conflits autour des étudiants quand ils se révoltaient, je sais pas. Il était quelquefois transporté, même il était très lourd, il était transporté, mise quelque part où il ne fallait pas. Donc une grande pierre. Mais Dante, je pense, et ça date depuis 1200, ce pet au diable. Et si Dante était à Paris, et je pense qu'il était à Paris, il a sans doute vu ce pet au diable. Parce que quand il raconte le départ du cercle où se trouvent les diables de Dante, que Dante invente, 11 diables, il y a le chef et ses soldats, les 10 diables, qui le saluent en sortant la langue, etc. Et lui, il fait la trompette. Donc c'est un pet de diable, si vous voulez. C'est peut-être cette idée de pet au diable a joué sur l'imagination de Dante. Et dans le film Satyricon, il y a le diable qui fait exactement, Fellini a parfaitement compris. Le mot pet a fait un des plus beaux vers de Villon. Villon a fait et je terminerai avec ça, avec C'est le choix. Dans la ballade à la grosse Margot, attendez. Ici j'ai fait une grande comparaison entre Villon et Dante,
faut que je trouve, mais je pense que je trouverai, où je parle de l'importance des syllabes chez Dante et chez Villon. C'est-à-dire, si je trouverai ça, je ne peux pas abuser de votre patience. Donc je pense que tous les deux savaient que le nombre de syllabes est non seulement important, mais inépuisable. Ce n'est pas faire 8 vers n'importe comment. Et chez Dante et chez Villon, on trouve les vers qui n'ont que 8 syllabes, les mots d'une seule syllabe. Par exemple, Villon dit qui meurt a droit de tout dire. C'est 8 syllabes séparées. Et ils étaient assez obsédés par cette possibilité. Ils jouent beaucoup. Et Dante, c'est une grande similitude. Et Dante, et même Villon, et même Dante qui doit avoir 11 syllabes dans le vers. Et il a aussi des vers de 11 syllabes. Ça, c'est dommage que je ne trouve pas tout. C'est un assez grand livre. Ne me demandez pas comment Mozart a Parce que Mozart est un grand écrivain. Mozart était poète, très bon poète. Il a écrit pas mal de poèmes d'occasion, dont un des plus beaux poèmes de la langue française, le poème qu'il a écrit pour son Sansonnet quand il est mort. En français? Non, il a écrit en allemand. C'est un poète allemand. Et Mozart a dit j'ai un tiroir dans mon cerveau qui est consacré à la poésie. Il a écrit une sextine absolument incroyable. Et bien sûr, les anthologistes allemands ne font aucune attention à c'est bizarre, toutes ces choses. Je regrette, peut-être que je ne trouverai pas. Mais, par exemple, certains thèmes sont tellement bizarrement liés entre Mozart, Villon et Dante que c'est assez mystérieux. Je sais que, peut-être ici, par exemple, la numérologie de Villon, la numérologie de Dante et la numérologie de Mozart. Il y a, quand je parle de la musique de Villon et de Dante et la musique, je parle de Mozart et la poésie. C'est le texte qui correspond. En plus, avec cette forme de 3 rimes, de tercet, ce qui me gêne un peu, c'est que tous les commentateurs parlent de Trinité, la Sainte Trinité. Dante a choisi cette forme parce que la Trinité, tout ça. Oui, il y a de Trinité, c'est normal. Mais chez Dante, ça ne s'arrête jamais au premier niveau. Je pense que Dante avait pratiquement prévu l'invention de Bach de 3 voix, c'est-à-dire la fugue. Et on peut très facilement montrer pourquoi et où ça se voit très très clairement. Ah oui, voilà. Parce que ça, c'est plus important. Et donc, il y a un texte. Perdre. Si vous avez une question, peut-être vous pourrez finir par une question. Oui, moi j'ai une question, je voudrais savoir pour vous, Béatrice, elle a vraiment existé alors?
Béatrice Portinari existait, ça, il n'y a pas de doute. Ils étaient nés la même année tous les deux, ils se sont vus, on sait qu'ils se sont vus assez jeunes. Dante raconte ces choses, mais le père de Béatrice et le père de Dante étaient voisins, assez proches. C'est-à-dire en Florence, tout le monde était voisin. Donc, pourquoi ils ne se sont pas mariés? Parce que Dante... Elle a épousé un veuf. Elle a épousé un veuf. Oui, qui avait des enfants. Donc, je dis, on peut parler de Béatrice comme d'une marâtre aussi. Mais elle n'a pas vécu longtemps dans ce mariage. Elle est morte très jeune, 25 ans. Je ne trouve pas ce... Dai che mi piše. Da ću ti kažem. Kolja, evo ti 8:10. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci, C'est bien de- monsieur. À une autre